Quand on découvre un petit peu l'approche systémique, on peut se sentir perdu dans la diversité des courants et des modèles. Vous allez retrouver à titre d'exemple le courant stratégique, orienté solution, contextuel, expérientiel symbolique, etc. Et un de ces modèles, c'est celui de l'école de Milan. Alors même si on peut se sentir un peu perdu, il y a quand même certains mots-clés qui vont nous faire penser directement à certains types de modèles. Et ça va être le cas en ce qui concerne l'école de Milan du mot « jeu ». Alors c'est pas « jeu, moi », c'est « jeu, G-U-X », c'est-à-dire tous les jeux que vont jouer les familles, et ça n'a rien à voir avec une connotation ludique, ça va être tous les jeux relationnels qui se mettent en place au sein d'une famille. On va y revenir. Un autre mot qui doit tout de suite vous faire penser à l'école de Milan, c'est le mot circulaire. Alors bien sûr, la causalité circulaire, on va retrouver ce concept dans tous les courants de l'approche systémique. Mais ce qu'on va retrouver plus particulièrement dans l'école de Milan, c'est le questionnement circulaire. Et la troisième chose qui doit tout de suite vous faire penser à l'école de Milan, c'est la notion d'équipe réfléchissante, ou en d'autres mots, d'équipe thérapeutique. Si vous êtes curieux pour aller un petit peu plus loin, c'est parti. La thérapie familiale systémique de Milan a été développée par 4 psychiatres, qui étaient tous à l'origine des psychanalystes, comme à peu près tout le monde à cette époque-là. Ce groupe, qui a été fondé à peu près dans les années 70 à Milan, comme son nom l'indique, a créé son modèle pour intégrer des interventions familiales dans le traitement de troubles comme par exemple l'anorexie mentale ou la schizophrénie. La thérapie familiale dans son ensemble est en fait la constatation que les résultats étaient beaucoup plus pérennes, tenaient beaucoup plus dans le temps, si la famille des patients était incluse dans le traitement plutôt que lorsque ce n'était pas le cas. Et ce groupe de Milan n'a pas fait exception à la règle, puisqu'ils se sont rendus compte que lorsqu'ils traitaient un patient sans la famille et qu'ensuite il retournait chez lui, il recommençait dans une grande majorité des cas à développer les symptômes qui l'avaient amené initialement à se faire traiter à l'hôpital. Ce groupe de Milan est composé de 4 psychiatres, Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Gianfranco Cecchin et Giuliana Prata. Cette collaboration entre les 4, elle a duré jusqu'en 1978 et elle a été appelée la période paradoxale. Le groupe s'est après divisé, Mara Selvini et Giuliana Prata ont poursuivi les recherches autour de la prescription invariable de 79 à 82, et les hommes de l'équipe précédente ont orienté leurs travaux en fondant le Centre milanais de thérapie familiale, et ils vont s'intéresser particulièrement aux prémices qui sous-tendent les comportements. Et ensuite, en 1982, c'est au tour de Giuliana Prata de quitter l'équipe, et ce sont des collaborateurs plus jeunes qui vont se regrouper autour de Mara Selvini Palazzoli. Il s'agit entre autres de Stefano Cirillo, Matteo Selvini, qui est psychologue et fils de Mara Selvini Palazzoli, et Anna Maria Sorrentino. Et avec ces nouveaux collègues, l'accent va être mis sur le dévoilement du jeu familial et l'intégration progressive du travail familial et du travail individuel. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on identifie quand même beaucoup l'école de Milan à Mara Selvini Palazzoli, qui fut d'abord médecin interniste, et sa préoccupation pour les problèmes d'anorexie auxquels elle était confrontée à la fin des années 40 l'a poussée à se spécialiser en psychiatrie, à se former à la psychanalyse et à finalement s'intéresser au système rigide avec des patients anorexiques et psychotiques. Et c'est comme ça qu'elle en est venue à la thérapie familiale. Ce qu'il faut savoir, c'est que les principes et les concepts clés de cette école de Milan sont quand même fortement influencés par les écrits de Jay Haley, que vous pourrez retrouver aux côtés de Chloé Madanès comme étant notamment un des chefs de file du courant stratégique. Alors maintenant, en ce qui concerne les concepts clés, une des choses qui va être vraiment très importante pour ce groupe, ça va être le principe d'autorégulation. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils considèrent la famille comme étant un système autorégulé, c'est-à-dire que les règles se forment au sein d'une famille à travers un processus de tâtonnement. On essaye une chose dans la famille, ça ne fonctionne pas, on en essaye une autre, et avec le temps, une certaine forme d'homéostasie va s'installer. Un des éléments clés qu'on va toujours prendre en considération quand on pense les choses de manière systémique, c'est le principe de totalité, c'est-à-dire que le tout est supérieur à la somme de ses parties. Donc globalement, cette idée selon laquelle les familles arrivent à une certaine forme d'homéostasie, c'est-à-dire d'équilibre, n'est pas propre au groupe de Milan, mais ce qui va leur être plus spécifique, c'est la notion du jeu familial. Ils croient qu'il existe des règles, des schémas au sein du jeu familial où les membres de la famille rivalisent essentiellement pour le pouvoir. Et ces schémas répétés vont mener inconsciemment à certaines alliances ou coalitions au sein de la famille. Pour caricaturer les choses, pensez ça un peu comme les grands Hunger Games à l'intérieur de la famille, quoi. C'est comme si les différents sous-systèmes vont s'associer et parfois il y a des alliances qui sont contre nature, dans le sens où il peut y avoir une alliance secrète qui va se faire par exemple entre une mère et son fils, et tout le monde sait très bien que si à un moment donné le père prend la parole
contre le fils, la mère va forcément faire équipe avec le fils plutôt que faire alliance avec son mari. Lorsque ces alliances se forment, elles ne sont pas intentionnelles la plupart du temps. Mais c'est à travers des schémas répétés qu'on va voir différents sous-systèmes se composer à l'intérieur de la famille et rivaliser pour le contrôle. Cette notion vraiment du pouvoir et du contrôle dans les jeux relationnels internes à la famille, elle est vraiment propre à ce groupe de Milan. Par exemple, si ce fils et cette mère ont une alliance, dans le vote familial, vous avez deux personnes qui seront automatiquement sur la même longueur d'onde. Ça leur donne donc beaucoup plus de contrôle et d'influence que si chaque membre agissait individuellement. Toujours en parlant de jeu familial, ce qu'il dit, c'est que parfois, des jeux malsains vont commencer à se mettre en place. Ils vont notamment être définis comme étant des tactiques utilisées par la famille pour éviter le changement. Bien évidemment, quand on rencontre des familles en thérapie, c'est parce qu'a priori, en tout cas dans la demande explicite, elles souhaitent un changement. Une famille vient généralement pas en thérapie pour que tout reste pareil, n'est-ce pas? Et donc la finalité de ces jeux malsains, c'est d'éviter le changement, de préserver l'équilibre préexistant, sauf que si vous acceptez cette proposition, la vie est une succession de crises auxquelles il faut s'adapter et changer en conséquence. Donc quand il va y avoir comme ça certains membres de la famille qui voient ce changement comme étant une menace pour l'équilibre familial, ils vont commencer à rigidifier des positionnements ou créer des coalitions pour maintenir un équilibre qui va devenir du coup dysfonctionnel. Et donc, il va y avoir des symptômes qui vont apparaître, qui vont être perçus comme étant des tentatives de maintenir un équilibre. L'école de Milan va définir 6 grandes étapes qui mènent à ces jeux malsains. Premièrement, ça commence en général par une impasse dans la relation entre les parents, soit parce qu'il y a un conflit latent, soit parce qu'il y a de l'extraconjugalité, soit qu'il y a de la violence, soit qu'il y a de l'insatisfaction. En tout cas, l'enfant va capter qu'il se passe quelque chose à cet endroit-là. Et donc, il va commencer à aller faire alliance avec le parent qu'il perçoit comme étant le plus faible dans la relation, celui qui a besoin de soutien. Deuxième étape, c'est que l'enfant va commencer à s'aligner avec un des deux parents. Comme on le disait tout à l'heure, peut-être que le fils s'aligne avec sa mère en remarquant les tensions entre ses parents. Et ensuite, ce qui se passe, c'est que l'enfant va développer des symptômes qu'il croit susceptibles de défier le parent qu'il perçoit comme le gagnant de cette impasse. Dans cet exemple, disons que le père est perçu par le fils comme étant le gagnant. L'enfant va donc, par ses comportements, mettre au défi un des deux parents pour montrer l'autre comme étant plus héroïque. Il peut par exemple développer toute une batterie de symptômes, et il n'y a que la mère qui va avoir le droit de s'occuper de lui, de le soigner, de l'amener voir les différents professionnels, et systématiquement quand le père veut intervenir, il va être renvoyé à son impuissance. Mais l'étape suivante, ça va être que cette mère ne va pas percevoir que le comportement de son enfant, c'est une tactique inconsciente pour lui redonner plus de pouvoir à elle. Et donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va commencer à se rallier potentiellement avec le père. L'étape d'après, c'est que ça va créer une grande confusion au niveau familial et que l'enfant va se retrouver comme pris au piège, enfermé dans ce comportement qu'il a commencé à mobiliser pour une certaine finalité, même si cette finalité est en grande partie inconsciente, et il ne peut plus sortir du rôle dans lequel il s'est mis. Et plus il se sent incompris, plus les comportements vont avoir tendance à être exacerbés. Et donc ce qui a commencé comme étant par exemple des difficultés d'endormissement ou de sommeil, ça va commencer progressivement à se généraliser, ça va poser par exemple des problèmes à l'école, et ensuite, qui est-ce qu'on va appeler pour résoudre le problème ? Cette mère. Sauf que l'enfant peut avoir une vision totalement erronée de ce qui va permettre à sa mère de prendre plus de pouvoir dans la situation conjugale. Ça va créer plus de stress au niveau de la famille, et en règle générale, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'on a un magnifique enfant symptôme qui est apporté à des thérapeutes pour le guérir. C'est précisément à cet endroit-là que l'école de Milan va introduire le concept de connotation positive. Et historiquement, cette connotation positive, en fait, c'était une connotation positive de la fonction du symptôme. C'est-à-dire qu'on allait par exemple venir dire à cet enfant à quel point il est quelqu'un de loyal et de courageux. Et cette connotation positive, elle va complètement bouleverser les jeux relationnels intrafamiliaux, puisque maintenant ça amène une autre définition du problème, et ça va permettre de pouvoir s'ajuster d'une manière qui est complètement différente. En tout cas, dans la recherche de solutions, la perspective va être toute nouvelle. Ce qu'on va retrouver également dans ce groupe de Milan, c'est cette question, comme je vous le disais en introduction, d'équipe thérapeutique. C'est-à-dire que quand les personnes vont venir consulter, elles savent très bien qu'elles ne vont pas avoir affaire à un ou deux thérapeutes, mais à toute une équipe. Même si elles ne vont pas être en relation directe avec l'ensemble de l'équipe. Mais une grande partie de cette dernière va se trouver derrière une vitre sans teint et va participer à la réflexion et parfois intervenir en appelant les thérapeutes à l'extérieur pour leur souffler une question ou pour leur dire des choses qu'ils n'auraient potentiellement pas vues. On disait tout à l'heure que cette équipe voit les jeux familiaux, ou en tout cas le résultat des règles qu'ils voient devant leurs yeux,
comme étant le résultat d'un processus de tâtonnement. Et ils vont procéder exactement de la même manière dans leur intervention thérapeutique. C'est-à-dire qu'ils vont essayer des choses pour modifier l'équilibre et ensuite ils observent les résultats et ils réadaptent en conséquence. Donc il y a vraiment cette notion d'aller surprendre, d'aller faire des choses différentes, de casser le cycle des règles intrafamiliales qui ont amené à spécialiser le problème. Ça reste vraiment dans l'esprit un modèle très stratégique. Il y a d'ailleurs 5 étapes qui vont se dérouler toujours de la même manière quand une famille prend rendez-vous. La première, ça va être d'avoir une discussion en amont de la rencontre avec toute cette équipe pour définir des hypothèses de travail et pour choisir aussi qui sont les membres de l'équipe de thérapeutes qui va être directement en contact avec la famille. Donc déjà dans cet espace, il y a des choix qui sont faits. Ensuite, il va y avoir la séance avec la famille. Après la séance, il va y avoir une discussion entre les membres de l'équipe vis-à-vis de cette séance, puis une conclusion avec en règle générale un petit devoir pour la famille, c'est-à-dire une petite prescription, et on prend rendez-vous pour la suivante. L'équipe des thérapeutes de l'école de Milan va chercher à rester en permanence affiliée à chaque membre de la famille. Il y a vraiment cette idée qu'ils vont entendre les visions, les constructions du monde de chacun. Ça diffère un peu à cette époque-là du modèle par exemple structural, dans lequel il va y avoir une intervention du thérapeute pour remettre des structures. Alors que là, il y a vraiment une affiliation qui va se faire avec chaque membre de la famille en considérant que la version de chacun est valable. C'est-à-dire que dans la thérapie structurelle, il pourrait y avoir comme ça une place très importante qui est donnée aux parents pour renforcer la hiérarchie parentale, alors que là, dans leur modèle, ils vont donner une considération égale, un temps de parole similaire pour les différents membres de la famille. Ça va nous amener au dernier concept qui est celui de circularité et plus particulièrement à la technique qu'ils ont développée de questionnement circulaire. C'est-à-dire que ce groupe de Milan accorde une grande importance à la compréhension par chacun du point de vue des autres. Parce que quand on reste bloqué dans notre seule perspective, c'est ça qui va alimenter ces fameux jeux relationnels malsains. Une de mes manières favorites d'utiliser le questionnement circulaire dans ma pratique, c'est de demander à quelqu'un qu'est-ce qu'il pense que l'autre aurait pu répondre si je lui avais posé la question. C'est-à-dire que je ne demande pas directement à la personne que j'ai en face de moi de répondre à une question, mais je lui demande qu'est-ce qu'une autre personne dans la famille aurait répondu si je lui avais posé cette question. Si par exemple il y a eu un événement, une grosse dispute dans la famille, je pourrais leur demander, à ton avis, comment ton père s'est senti après cette dispute ? Ou à ton avis, comment ta mère a vécu cet événement. On peut également utiliser ça dans la thérapie de couple. Je peux par exemple demander à un des deux partenaires, à votre avis, qu'est-ce que l'autre me répondra si je lui demande quels sont les éléments de votre personnalité qu'il apprécie le plus. Donc je ne demande pas directement à l'autre, je demande à l'un des deux de venir faire un voyage sur les épaules de l'autre pour me répondre à partir de sa perspective. Et ça amène vraiment des choses qui sont complètement différentes dans les séances. Déjà parce que bien souvent, c'est assez amusant pour les personnes de répondre comme ça. Ça les force d'une certaine manière à faire ce mouvement empathique, là où parfois certaines personnes peuvent bloquer en nous disant qu'elles n'ont aucune idée. Si on insiste un peu, on se rend compte qu'elles ont une représentation. Et c'est précisément cette représentation qui nous intéresse et le fait que tout le monde l'entende. Alors bien évidemment, dans ma pratique, par contre, j'utilise pas d'équipe réfléchissante, mais c'est quelque chose auquel je réfléchis beaucoup avec les moyens contemporains. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des vitres sans teint, il y en a quand même maintenant relativement peu. Il en existe encore certaines dans des centres de consultation ou dans certains centres de formation, mais ça devient plutôt rare. Et je me pose beaucoup la question, moi, de la thérapie en visio. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui est tout à fait possible de pouvoir, par exemple, enregistrer des séances, les regarder après, bien évidemment avec toutes les questions de respect du consentement, des règles de protection de la vie privée des personnes, mais ça peut également être des personnes qui sont présentes, qui n'ont pas forcément la caméra d'activer, ça c'est quelque chose qui est possible avec les applications comme Zoom, comme Teams, etc. Et ensuite, on les fait intervenir à certains moments où potentiellement les personnes peuvent écrire un petit message dans le chat au thérapeute pour lui donner des conseils, pour lui souffler des questions. C'est quelque chose qui pourrait tout à fait être utilisé aussi dans une perspective de formation des étudiants. C'est en tout cas un modèle auquel je réfléchis beaucoup dernièrement. Donc voilà un peu dans les grandes lignes pour cette école de Milan. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires, mais également à venir dire qu'est-ce que vous retenez de finalement ces décennies de travail au sein de ce groupe de Milan. En ce qui me concerne, j'ai hâte de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, et en attendant, comme d'habitude, prenez bien soin de vous.